Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on va jeter un œil à cette Centauri Carbone. Je remercie Elegoo de m'avoir fait confiance et de me l'avoir donné un petit peu en avant-première, puisque ça fait un petit moment qu'elle est là dans l'atelier, mais avec la grippe, tout ça, j'ai pas encore eu le temps de la regarder. Donc elle sort le 17 février, donc il est possible que la vidéo soit sortie avant la sortie de la Centauri Carbone, et donc que si vous êtes intéressé, faudra la précommander et non pas l'acheter. Il y a un lien affilié en description et c'est parti. Bon, alors pour la partie caractéristique, ça va aller assez vite parce que comme vous voyez, au moment où j'enregistre, la machine n'a pas encore été dévoilée. En tout cas, la page avec les caractéristiques n'a pas encore été dévoilée. Donc je peux citer, je connais pas du tout le prix. Voilà, je pense qu'elle sera aux alentours de 500 €, je pense, mais je connais pas du tout le prix. Ce que je sais d'avoir vu la fiche technique, c'est qu'on a donc une machine qui est en caisson fermé de 256 sur 256 sur 256, ce qui est donc exactement la même chose que la Bamboo X1C P1P aussi, je pense. On a une conception premium en métal ou principalement en métal, il y a évidemment des parties plastiques, mais on est sur une conception premium. On a une buse qui peut monter jusqu'à 320 degrés, un plateau qui de mémoire peut monter jusqu'à 110 degrés, mais ce point est à vérifier. On n'a pas de chambre activement chauffée, mais on est sur la même logique que la X1C, c'est-à-dire que le plateau chauffant va nous permettre de faire monter le caisson fermé hermétiquement en température pour maintenir une température stable dans le caisson. Par contre, là où on a un avantage, c'est que on a également un ventilateur auxiliaire qui va permettre d'évacuer un petit peu cette chaleur. Ce qui est en fait à peu près la même logique que sur la Core One si vous avez regardé mon test. Alors on a un support de bobine qui est latéral, on n'a pas de multicouleur, en tout cas pour le moment avec cette imprimante. Et pour la voir un petit peu plus, puisque là au moment où je parle ils ont lancé un petit peu une espèce de teaser en disant à votre avis quel sera le prix. Donc on voit un petit peu sa conception de manière séparée, éclatée. Et donc on est évidemment sur une cinématique ou une cinétique Core XY. Comme je le disais, donc une buse qui monte jusqu'à 320 degrés en acier renforcé, une caméra intégrée et un nivellement qui est complètement automatique. Donc voilà pour les infos techniques qu'on a là pour le moment. Et on peut également se servir du manuel en PDF que j'ai à ma disposition pour vous montrer un petit peu d'autres caractéristiques. Donc ils disent qu'on a une précision d'impression de 0,1, ça sont des choses qui sont assez classiques en fait. Donc le plateau peut bien monter jusqu'à 110 comme j'avais dit. Et au niveau du software, il recommande Elegoo Slicer. Alors Elegoo Slicer, c'est un Orca Slicer version Elegoo. Donc on regardera ça après ensemble. La dimension de la machine, c'est à peu près 40 cm, donc 39 sur 40 sur 49. Elle fait 18 kg. Et vous pouvez voir ici un petit peu un schéma de la machine. Mais bon, on regardera ça de plus près dans la vidéo. Bon alors le carton en lui-même, vous voyez plus ou moins la taille. On est sur une taille d'à peu près 40 cm sur 40 cm. Et la machine à l'intérieur, on est sur une machine qui correspond à peu près à la taille de la X1C de chez Bamboo en termes de dimension et en termes de taille d'impression. Donc voilà, pas une énorme machine. Alors à l'ouverture, on a directement sur le dessus un plateau, donc c'est le plateau supérieur qui est en verre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, la machine arrive comme ceci, pratiquement complètement montée, emballée comme il se doit dans du polystyrène. Alors, on retire un peu de polystyrène et on découvre une boîte. Alors, je trouve que c'est bien rangé. Des fois, en général, c'est mis un peu n'importe comment. Et ici, je trouve ça pas mal rangé. Alors, on a un petit user guide qui nous explique. Par contre, ce qui est con, il faut bien l'avouer, c'est que ce papier qui nous explique comment retirer le polystyrène pour avoir accès à la boîte se trouve dans la boîte. À côté de ça, on a le manuel d'utilisateur qui est en plusieurs langues, dont
le français. Et ce qui est pas mal, on n'a pas ça souvent, c'est qu'il reprend les plans de la carte mère. Alors, peut-être pas pour le grand débutant, mais pour d'autres utilisateurs, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'informations. Pour le reste, câble d'alimentation, un support de bobine en plastique moulé, l'écran qui est également ici d'une taille relativement raisonnable, et un peu de quincaillerie, dont une clé USB NetAC. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en général, on reçoit des petites cacailles chinoises avec égout, et celle-ci semble de meilleure qualité. Bon, alors pour l'unboxing, c'est pratiquement terminé, hein, à part retirer un petit peu de plastique sur la porte et ici qui protège bien le câble de l'écran. Et ensuite, on doit venir découper ceci et retirer le carton. On a un petit mousse à retirer et je suppose, comme dans toutes ces machines fermées, quelques vis pour venir débloquer le plateau. Bon, on a également une protection à retirer à l'intérieur. Et comme je le disais, si vous voyez, on a des petites flèches rouges. Ce sont les endroits où on va devoir venir retirer les cales qui bloquent le plateau. Alors, la build plate en elle-même est texturée avec un double côté. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. On a un côté avec une grosse texture et un côté avec une fine texture. Et pour ceux qui regardent un petit peu les plateaux à froid, dits à froid de ces derniers temps, hein, qui sortent, on a ici un plateau avec une grande adhésion. Hein, ils le mettent en petite étoile par rapport à l'autre côté. Hein, ils disent c'est plutôt pour tout ici, PLA, TPU, ABS, PETG, fibre carbone, et on a une adhésion à 3 étoiles. Alors que de ce côté-là, ils disent que c'est optimisé pour le PLA. On peut utiliser le bed à 30 degrés et on a une adhésion à 5. Donc c'est la même chose que le Super Tac de chez Bamboo Lab ou le Cryo Grip de chez BQ. Ce sont ces fameux plateaux dits à froid. Alors je viens retirer les petites vis. Il y en a 3 au total. Et a priori, là-bas, maintenant, notre plateau est débloqué. Alors la suite du montage, c'est de monter l'écran. Et pour ça, on sait faire difficilement plus facile. On vient brancher la nappe et puis on vient le clipser. Alors pour l'écran, je peux tout de suite dire que moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il soit, donc on a un petit plastique à retirer. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il soit en bas et non orientable. Alors l'orientation a l'air quand même pas mal pour regarder, mais je sens que des fois je vais devoir me pencher, je suis grand et si jamais dans une étagère, je le mettais au même niveau que ma Bamboo Lab, ce serait vraiment pas pratique à être utilisé. Alors, il n'y a plus qu'un support de bobine à fixer et la machine est déjà prête à être utilisée. Le support de bobine est sur le côté et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que moi, en fait, je n'aime pas quand ce n'est pas sur le côté et il vient simplement se fixer comme ça. On fait un petit tour et il est bloqué. Et voilà, c'est déjà terminé pour le montage. Alors, on va faire un premier tour du propriétaire. Donc, hormis l'écran que j'ai cité, trouvé moins pratique, en tout cas moi personnellement j'aime moins sur le bas, ma première impression avant de l'avoir allumé est quand même extrêmement positive. On a une machine qui est belle, alors on n'aime pas, mais moi j'aime bien. On n'est pas du tout sur du plastoc qui fait cheap, là les panneaux sont métalliques. Ici, je pense que c'est un plastique moulé, mais extrêmement solide. Les portes sont en verre, donc on sent qu'il y a quand même une certaine noblesse dans les matériaux utilisés. La porte magnétique tient bien. Il y a pas mal de mousse pour isoler et je pense qu'ils ont l'air en tout cas pas mal. La plaque de verre au-dessus rentre bien, ce qui permet une bonne isolation. Je précise toutefois qu'il faut retirer le couvercle si on imprime dans des matériaux qui supportent un petit peu moins la haute température. Et c'est-à-dire par exemple le PLA ou le flexible. C'est la même chose que toutes ces marques disent, toutes ces imprimantes, Bamboo également. Au début je le faisais pas mais j'avais jamais eu des problèmes. Ici j'ai pris l'habitude de le faire et d'imprimer porte ouverte quand j'imprime du PLA. Mais bon, c'est vous qui voyez. Alors au niveau de la face avant, ce que je vois aussi c'est que le port USB est ici en bas. Il est relativement accessible. C'est beaucoup plus accessible que certains où c'est mis sur le côté à l'arrière ou complètement sur l'arrière. Donc voilà, ici on a quand même un port USB qui est relativement accessible. Sur ce côté-là, rien du tout, si ce n'est une décoration. Et donc je rappelle le plateau qui lui semble être assez qualitatif. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez les vis ici,
permettent de retirer le plateau en un coup. J'ai pas ça sur toutes les imprimantes fermées. Certaines, en fait, il faut dévisser plein de trucs et on ne sait pas juste retirer un panneau aussi facilement. Ça a l'air d'être le cas ici, c'est un point fort que je souligne. Sur l'arrière, eh ben pas grand chose, puisque le support de filament est déporté. On a le petit toboggan qui est assez similaire à celui qu'on a sur la X1C de chez Bamboo Lab pour les pouplets déchets de nettoyage de buse. Alors, on n'a pas de multicouleur, on n'a pas encore, j'en sais rien, je suis pas dans les secrets des égouts. Je pense que l'idée à la base était de faire du multicouleur et puis ils ont privilégié manifestement la qualité de l'imprimante en monocouleur avant ou au lieu de sortir un module multicouleur. On verra à l'avenir si on a quelque chose qui vient de ce côté-là. Et ensuite, le bouton d'alimentation et la prise de courant. Le bouton d'alimentation sur l'arrière de ce genre de machine, j'aime pas en général, mais voilà, il est là, on n'a pas trop le choix. Et même remarque pour le panneau arrière, il est complètement démontable de manière autonome du reste de la machine. Et enfin, vous l'aviez déjà vu, mais sur ce côté-là, on a le support de bobine, le détecteur de fin de filament qui est fixé et un tube PTFE qui permet d'arriver jusqu'à la hot end. En parlant de la hot end, justement, on va y venir. On peut voir d'abord qu'on a ici un système de filtration au charbon. Donc, il va falloir des fois le retirer et pour ça, on vient dévisser cette plaque-ci. Et on a le système de nettoyage de la buse. Ils fournissent une petite brosse de remplacement quand celle-ci est terminée. Et pour le reste, on a ici la hot end. Alors, le couvercle se retire facilement. Le connecteur pour le ventilateur est plus pratique que ce que j'ai déjà vu chez certains et semble moins fragile et laisse de la marge. Par exemple, avec la Bamboo X1C, je suis en général bloqué comme ça. Si je veux juste faire un truc, il faut que je déconnecte. Enfin, c'est un peu moins pratique. Ici, ça semble un petit peu plus pratique. J'ai pas trop d'idées sur la performance de la ventilation pour le moment, mais on peut voir qu'on a un système qui est relativement pensé pour mieux diffuser la chaleur à la sortie, diffuser le refroidissement, à la sortie de la buse. Buse et hot end qui paraît propriétaire et particulière et probablement pas à remplacement rapide. Vous pouvez voir là, ici, par exemple, la largeur du dissipateur, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Et la buse, je confirme qu'elle n'est pas à changement rapide. Et ça, c'est pas un point positif. Bon, allez, je vais lui trouver une petite place dans l'atelier et puis on va regarder un petit peu l'interface et la mise en route. Alors, au niveau de l'interface, on peut voir que, là, je suis au premier démarrage, il y aura probablement une mise à jour à faire, mais on peut voir ici qu'on a différentes options de langue. Alors, je vais mettre le français, pour évaluer la mise à jour, comme d'habitude, moi, je l'utiliserai en anglais, pour évaluer la langue, pardon. Il nous rappelle qu'il y a des 3 vis à retirer, je l'avais déjà fait. On a une petite interface sympa qui nous dit bonjour, tralala, tout va bien. Je suis content, ça va bien aussi. Il va faire un premier autocontrôle, donc on me demande de placer la plaque d'impression correctement avec la face A vers le haut. Moi, j'avais mis la face B, donc c'est bien qu'il le précise sur l'écran. Et là, il va faire son autocontrôle, donc différents points de calibration. Chauffe de la buse, chauffe de la plateforme, les ventilateurs, l'input shaping et le nivellement. Donc je le laisse faire tout ça et on se retrouve après. Et voilà, il me dit autocontrôle terminé. Me voilà dans l'interface. Alors première chose que je vais faire avant de vous faire découvrir l'interface, c'est de voir s'il y a une mise à jour du firmware parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait des changements de l'interface entre temps. Donc je suppose que je peux venir ici dans... il faut d'abord que je la connecte au réseau, forcément. Sinon, il va pas découvrir, il va pas trouver. Et vous voyez qu'il m'a trouvé une mise à jour. Donc là, la machine était livrée avec la version 1.1.0 et donc il y a la 1.1.4 qui est sortie. On a un patch notes qui est plutôt pas mal et je mets à jour. Il fait son petit téléchargement, c'est assez rapide. Et au passage, on peut voir la vitesse de démarrage, puisqu'ici, elle a redémarré après avoir fait sa mise à jour. Alors après la mise à jour, je referai également une calibration, mais bon, vous avez vu comment se passe la calibration, c'est-à-dire de manière complètement automatique, donc je vais vous passer ceci. Alors, l'interface, on peut voir qu'on a une interface qui est relativement sobre. On a l'adresse IP qui apparaît ici devant, ça c'est pas mal. On a les contrôles rapides, donc ici, la lumière du caisson ou non. Et ce qui est rigolo, c'est que vous voyez la petite animation ici
qui vous montre que la lumière est allumée. Alors en cliquant ici, on accède au menu de la buse, ce qui me permet de préchauffer ma buse par exemple. Pareil pour le plateau, et on a également la possibilité d'activer ou non les ventilateurs de boîtier ou auxiliaire. On a la liste des fichiers soit sur la clé USB, soit en local. Ici, il n'y a rien puisque c'est le premier démarrage. On a le menu de contrôle avec une grille qui est assez simple et qui est très proche de ce qu'on a chez Bamboo en termes de contrôle. Voilà, donc pour tout ce qui est bouger les axes, les températures, bus, plateau et chambre. Alors chambre, il nous dit la température à l'intérieur de la chambre, mais on n'a pas un système de chambre activement chauffée. Donc, on ne va pas pouvoir venir ici régler une température visée. L'onglet ventilateur nous donne accès au ventilateur, pas grand chose à dire de ce côté-là. Et extrudeur va nous permettre de charger et décharger notre filament. Au niveau des paramètres, on a une série de paramètres. On peut laisser l'écran toujours allumé ou l'éteindre quand on ne l'utilise pas. Et choisir 5-15 minutes ou toujours allumé. Moi, je vais mettre 15 minutes. On peut venir régler notre Z offset ici si jamais on trouvait qu'on avait des soucis avec le calibrage automatique. On peut exporter le registre, modifier notre plateau horaire et on vient dire ici quelle face on utilise, face A ou face B. Pour rappel, face B est un cool plate. C'est également là qu'on va retrouver le menu pour nos mises à jour. Onglet réseau dit bien ce que ça dit et caméra nous permet d'avoir accès à la caméra. Alors je vais lui demander qu'il active les timelapses, comme ça on espère pouvoir voir dans la vidéo la qualité de la vidéo. Et la petite icône ici, c'est l'icône de calibration qui va nous permettre de refaire nos calibrations. Donc moi je vais relancer ça maintenant ici et pendant ce temps-là on se voit sur l'ordinateur. Alors commençons par regarder ce qu'il y a sur la clé USB qui est fournie. Alors bon, on a le manuel de l'utilisateur qui est en anglais ou en multilingue. Le multilingue, c'est la version qu'on a sur dans la boîte. Et comme ça, vous le voyez de plus près, il est relativement clair et il va quand même pas mal dans les détails. Alors, on a également une version qui est déjà dépassée du Elegoo Slicer. Alors, comme je le disais juste avant, c'est un slicer qui est basé sur Orca Slicer. On va regarder plus tard dans la vidéo ce slicer de plus près. Il donne une série de modèles avec sur la clé USB avec le STL et le J-code, excusez-moi. Donc on a le fameux Benchy, on a ça c'est rigolo, une petite poubelle. Ah ça je vais l'imprimer, tiens. La petite Century Carbone en petit pour faire une petite poubelle. Et on a donc le J-code et le STL. On a un modèle de la Tour Eiffel. On a un petit scraper Elegoo, donc il va nous falloir une petite lame de rasoir pour pouvoir l'imprimer, mais on voit que le modèle est sympa, ils sont un peu cassés la tête. On a un petit Bouddha qui est rigolo et on a un vase que je ne vais pas imprimer parce que je le trouve moche. Et enfin, on a une petite vidéo qui nous explique le unboxing, comment l'utiliser et tout ça, mais elle est évidemment moins bien que ce que je vous ai montré juste maintenant. Bon, alors voilà, la première impression ici, c'est avec un PLA type métal. Ça s'est plutôt bien passé, donc ça c'est la petite poubelle à venir mettre à l'arrière pour nos poups. Voilà, sympa. Et alors la deuxième impression, j'ai essayé de le retirer comme ça à la main et c'est pas possible. Donc cette plaque spécifique à grosse adhésion a l'air de bien adhérer parce que là j'ai pas mis de colle de 3D glue ou quoi que ce soit et c'est quand même compliqué à retirer. Enfin compliqué non, mais on sent que ça colle vraiment super bien. Donc leur côté plaque à adhésion forte semble bien marcher. Et donc on a le petit scraper avec une petite base. Alors je reviens un peu sur la pièce d'avant au niveau de la qualité. Donc la qualité est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu d'effet du mouvement ou de la vibration sur le modèle. Et donc je vais revoir au niveau de l'input shipping
peut-être le recommencer parce que voilà, hein, on voit qu'il y a un, je ne sais pas si vous voyez ici, un petit effet qui est lié au mouvement, donc à voir. Bon alors j'ai installé la dernière version des Lego Slicer. Comme vous pouvez voir ici, là vous pouvez voir là ça, surtout ici on dirait du Orca Slicer. Je vais dire commencer. Je suis en Europe, je choisis mon imprimante. Alors vous voyez que ils ne se sont pas limités à Elegoo, hein. Donc on peut aussi venir ajouter les imprimantes des autres marques. Donc voilà, ça c'est pas mal si on veut. Je vais rajouter là Centauri Carbone, et comme vous voyez on a aussi, alors moi c'est pas celle que j'ai reçue, mais il prévoit un modèle Centauri tout court qui n'est pas fermé, hein, donc qui est probablement moins adapté justement aux matériaux comme les matériaux à base de fibres de carbone, etc. Je viens choisir les filaments, alors voilà, ça c'est vous qui voyez, et on a donc une interface qui est en fait de l'Orca Slicer, et c'est bien indiqué ici. Bon alors là je vais pas vous faire une revue du fonctionnement parce que c'est vraiment du Orca Slicer. Je pense qu'ils ont même pas essayé un petit peu que ce soit différent, hein, puisque voilà, on a c'est juste Orca Slicer avec des boutons bleus. Là où il y a une différence probablement, c'est au niveau de l'appareil, hein, de la connectivité à l'appareil dans Elegoo Slicer, hein, puisque on a ici Elegoo Link comme protocole de connexion au réseau. Alors j'ai besoin de l'adresse IP de ma machine. Il me dit que la connexion à Elegoo Link fonctionne correctement. Et si je viens cliquer sur appareil, on peut voir que j'ai une espèce d'interface Clipper, mais qui est extrêmement limitée. Donc je suppose qu'on a une machine qui fonctionne sur une base Clipper, mais une base Clipper qui est fermée et qui est verrouillée pour Elegoo. Alors si je viens taper l'adresse IP dans un navigateur, j'ai exactement la même interface. Vous voyez qu'on a encore quelques petites erreurs ou bugs de traduction à ce niveau-ci, et qu'on n'a qu'une interface en chinois et en anglais. Donc on est relativement limité. Et par exemple, je lui avais demandé d'activer les timelapses au moment de l'impression et je ne les ai pas, hein. Vous voyez, dans vidéo de liste, les timelapses ne sont pas activés. Alors il est encore fort possible que des firmware viennent mettre à jour un petit peu tout ça et améliorer tout ce fonctionnement. Mais pour le moment, voilà, je suis déçu d'avoir demandé un timelapse et puis de ne pas savoir le retrouver. Donc vous n'aurez pas le timelapse dans la vidéo d'impression. Si je viens cliquer au niveau monitoring, on voit ici, alors je vais activer la lumière et on peut voir ici l'intérieur de la chambre. Je vois que la qualité de la caméra est pas top non plus. Et pour le moment, vous voyez, je n'ai fait que 2 prints, c'est-à-dire les 2 prints qui étaient sur la clé USB. Je reviens à Elegoo Slicer et je suis curieux de savoir si je change le protocole et que je lui demande un protocole. Et c'est marrant, ils ont viré le protocole Clipper. Petit test, je vais aller dans Orca Slicer. La Centauri Carbone est évidemment pas dans les machines qui sont prévues, mais c'est pas grave. Je vais lui dire de partir sur une Neptune Pro, comme ça, et vous voyez le protocole OctoClipper ne permet pas de se connecter, donc un petit peu de déception pour moi parce que là en l'état par exemple je suis obligé d'utiliser Elegoo Slicer et je ne peux pas revenir dans mon Orca où j'ai toutes mes imprimantes qui fonctionnent si je veux garder la connectivité réseau. Donc pour moi ça c'est une déception. Après ils ont eu le bon goût de proposer un slicer qui est entièrement basé sur Orca Slicer et donc on n'est pas perdu et on a toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre de Orca Slicer. C'est juste un petit peu dommage d'avoir besoin d'installer 314 slicers différents quand on a plusieurs machines, alors que Orca Slicer fait bien le job pour à peu près tout. Bon alors avant de passer au filament technique, hein, je vais encore tester une impression en PLA avec un fichier à moi que j'ai slicé moi-même pour voir un petit peu comment s'en sort l'imprimante avec le profil de base, hein. Donc comment est-ce que vous en sortirez si vous ne réglez rien et que vous utilisez la machine telle quelle. Bon alors je fais toujours des tours Eiffel, mais en fait je suis belge, donc je vais faire une petite atomium. Alors merci Fred pour m'avoir donné le lien vers le modèle. Bon, je suis pas certain qu'on puisse imprimer ça comme ça sans support, donc je vais quand même mettre un peu de support. Et par contre, pas besoin d'un brim. Et tant qu'à faire, autant le faire aux dimensions maximum, hein. Bon, alors voilà l'impression, hein, donc ça s'est bien passé. Je pense que les supports n'étaient pas nécessaires, je les ai retirés et en retirant, j'ai pété la
la petite antenne. Mais je pense que les supports n'étaient pas nécessaires en fait. Donc voilà. L'impression est plutôt belle. J'ai moins, alors légèrement, mais j'ai moins ces lignes que j'imputais au mouvement hein, et dont l'input shaping semblait ne pas être trop efficace. Pour le reste, pas grand chose à redire. Hein, l'impression s'est déroulée sans aucune difficulté. Je vais maintenant tester avec quelques filaments plus techniques. Bon, alors ici, je vais tester d'imprimer un petit truc avec du TPU 95A HF de chez Bamboo. Alors pour pouvoir tester le TPU, en fait j'ai un petit souci, c'est que mon laser Peker 5, hein, donc c'est un laser fibre, a une lentille et il y a un cache pour cette lentille et le cache est de la même couleur que la machine et il m'est déjà arrivé d'oublier le cache quand je veux me mettre à graver. Et voilà, hein, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais faire un nouveau cache qui va être dans le jaune là du TPU. Comme ça, au moins clairement, je verrai le jaune et j'y penserai. Tiens, attention, il y a un cache. Bon, voilà, il l'a imprimé. Hein. Alors là, j'avais changé le côté de la plaque hein, pour mettre la plaque du côté A. Aucun problème pour imprimer le TPU. Maintenant, donc voilà. Maintenant, reste à voir si ma modélisation fonctionne pour l'usage que je lui avais destiné. Et voilà, ça fonctionne parfaitement avec la petite languette que j'ai modélisée pour pouvoir le retirer. Donc, et au moins là maintenant, quand je verrai le gros truc jaune, avant de démarrer la gravure, je me rappellerai que j'ai un bouchon dessus parce qu'en fait, avec l'autre, voilà, ça donnait ça. C'est pas forcément, alors avec ou sans, hein, vous voyez la différence, c'était pas forcément flagrant. Une petite idée sympa, et puis pour ce qui est de la LEGO, aucun problème pour l'imprimer, ça s'est imprimé pratiquement comme du PLA. C'est cool. Bon, alors puisque cette LEGO a carbone dans son nom, c'est en partie parce que elle est adaptée aux filaments un peu plus compliqués, et notamment aux filaments chargés en carbone. Donc ici je vais tester pour maintenant du PLACF qui est un peu plus facile à imprimer. Après, je testerai quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire du PACF, donc en fait du nylon chargé en carbone. Voilà, hein, donc on va tester avec ce PLACF. Et voilà, la petite rose en PLACF. Alors le côté chargé en carbone donne un petit effet sympa. Donc l'impression s'est déroulée sans vraiment aucune difficulté également. Bon alors j'ai fait un test avec de l'ASA, vous voyez que l'ASA c'est très bien imprimé, je vous ai pas montré la bobine avant, vous la voyez là, sur le côté, c'est de l'ASA de chez Anycubic, hein, c'est ce que j'avais là pour le moment chez moi. Par contre, ça s'est pas passé 100 heures, j'ai dû diminuer, donc moi j'avais l'habitude, et c'est ce qui recommandait d'imprimer avec le plateau à 105 à 110 degrés à peu près avec l'ASA, et je vais vous montrer juste après, ça s'est pas bien passé à 110 degrés, donc j'ai dû rediminuer la température à 100 degrés pour le plateau, mais là ça a bien été. Bon, alors en toute transparence, j'ai eu un souci avec la deuxième partie de mon impression, puisque vous voyez, c'est le plateau qui a fait du warping. Hein. Le plateau était à 105 degrés, ce qui est la température a priori qu'il me fallait pour l'ASA. Et puis normalement, on est censé pouvoir l'utiliser avec. Mais ça me fait un warping de malade. Alors pour la suite, je vais tester une impression en ABS. Alors ici, c'est de l'ABS de chez Filform. Donc, il n'y a plus qu'à. Bon, alors j'avais rien besoin de faire en ABS, donc c'est la Saint-Valentin, donc j'ai vite fait ce petit truc. Donc globalement, ça s'est bien imprimé avec l'ABS, sauf ici, alors c'est une question de réglage évidemment, mais j'ai un peu de stringing, donc évidemment je l'ai imprimé à plat, hein, donc on voit bien la texture. Et sur le dessus, hein, sur les surfaces supérieures, j'ai un peu de stringing, donc un peu de réglage et d'amélioration à faire, mais voilà, ça c'est bien passé de ce côté-là. Alors comme vous voyez, hein, la plaque est à nouveau bien plate. Je vous montre ici. Comme vous le voyez, la plaque est à nouveau bien plate après mon test ou de l'ASA où ça a fait un peu de warping. Bon, hein, c'est malheureux. Mais donc mon conseil, c'est de ne pas monter au-delà de 100 degrés avec le plateau parce que 105, 110 degrés, c'est manifestement trop chaud, même s'ils disent que le plateau peut supporter 110 degrés. Alors ça peut être contraignant pour certains filaments techniques, pour l'ABS c'est pas un souci, hein. L'ASA, moi j'ai tendance à mettre un peu plus que 100 degrés, 105 degrés,
mais l'ABS ici, il est passé à 90-90 degrés sans difficulté. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je voulais faire un test de PACF. Malheureusement, j'en ai plus. Et les délais qu'on me demande pour la publication de la vidéo ne permet pas d'attendre une livraison pour faire une impression. Mais on a déjà vu qu'avec à peu près tous les filaments, du filament chargé en carbone et tout ça, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec le PACF. Alors, pour la conclusion, vous étiez quand même plusieurs à dire que vous aimiez bien que je monte pas ma tronche et que je mette, par exemple, les bandes annonces officielles qui se diffusent pendant que je donne ma conclusion. Et je trouve que c'est une manière un peu sympa de faire, d'autant que, en général, j'aime pas trop montrer ma tronche. Alors, au moment où j'enregistre la conclusion, il n'y a pas encore le prix. J'ai demandé, il sera annoncé le 17 février. Mais tout ce qu'on m'a dit, c'est en dessous de 500 €. Et franchement, en dessous de 500 €, c'est quelque chose qui est vraiment difficilement battable parce qu'on a une machine qui est... Enfin, on la compare beaucoup à la P1S. Moi, j'ai tendance presque à la comparer plus à la X1C, tant sa finition, l'écran, le fait qu'elle est bien plus pensée pour le carbone et tout ça, les plateaux en verre, je trouve qu'elle est excellente au niveau de sa finition. Au niveau de son utilisation, je regrette le fait qu'on soit sur un firmware fermé, une sorte de clipper, mais qui n'est pas vraiment clipper. Alors, vous avez vu au début de la vidéo, je disais que on ne savait pas récupérer les timelapses dans l'interface. Et en fait, les timelapses sont sauvegardés sur la clé USB. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'après, donc au moment de faire maintenant l'introduction et en regardant un petit peu des choses sur la clé USB. Donc ça, c'est, il faut le savoir. J'imagine qu'une mise à jour viendra régler tout ceci. C'est donc une machine, je pense, qui a quelques petites erreurs de jeunesse ou maladies de jeunesse, notamment au niveau logiciel, mais qui va être amenée à évoluer. La caméra est bonne sans plus. Par exemple, sur la X1C, elle est bien meilleure. Les fonctions AI, moi je les ai même pas essayées, je sais même pas en fait s'il y en a. L'usage de filaments techniques est possible pour des filaments techniques communs. Donc le PETG, l'ABS, l'ASA, pour autant que vous imprimez pas à plus de 100 degrés, vous l'avez vu, hein, ma petite réserve au niveau du plateau. Mais pour le reste, franchement, c'est une très bonne expérience pour moi. Alors, je sais que vous savez qu'il m'arrive de revendre les machines et j'ai vraiment hésité à me demander si j'allais la garder ou non parce qu'en fait, je la trouve vraiment bien, je la trouve agréable à utiliser, je trouve qu'elle est vraiment à un prix imbattable pour ce qu'elle propose. Par exemple, la Anycubric S1, moi, j'avais quand même un peu plus de réserve. Elle était bien, mais il y avait quand même 2-3 choses qui étaient... On sentait qu'ils avaient fait une concession sur la qualité des matériaux, alors qu'ici, on a vraiment aucune concession. La machine est vraiment qualitative, elle fonctionne bien, pour autant qu'on la pousse pas dans ses limites par rapport à la chauffe du plateau. Et c'est vraiment le seul point sur lequel j'ai eu une déception. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette machine. Est-ce qu'elle vous intéresse? Si elle vous intéresse, je suis obligé de faire un petit peu mon vendu, mais passez par mon lien affilié, hein, on ne sait jamais. Et puis, je vous dis à la prochaine.